Bonjour, merci à tous et à toutes. Merci à Jean-Christophe Tortora pour cette présentation assez spectaculaire. Merci. L'entretien du jeudi n'a jamais été aussi bien servi. Je suis heureux d'accueillir à mes côtés Florent Ménégo. Vous êtes PDG de Michelin. Bonjour. Bonsoir Bruno Jeudi, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous présenter en quelques mots, même si évidemment vous êtes un des grands capitaines d'industrie du pays. Mais vous avez un parcours assez original. Quand j'ai regardé un peu votre parcours, aujourd'hui vous êtes président de Michelin depuis 2019, mais on dit que vous êtes habité par cette entreprise depuis quasiment un quart de siècle, depuis 25 ans, et votre trajectoire n'est pas commune. Vous êtes un homme de chiffres, un homme de l'économie, pas du tout un scientifique. Vous n'êtes pas ingénieur, ce qui évidemment, à la tête de Michelin, est plutôt une surprise quand on se penche sur votre parcours. Mais vous êtes fasciné par la science, tous les gens qui vous côtoient le disent, économiste, mais fasciné par la science, c'est déjà une première originalité dans ce parcours qui vous a amené à diriger quand même l'une des plus grandes entreprises françaises. C'est même l'entreprise la plus représentée dans le monde. 175 pays ont le petit bonhomme Michelin à l'intérieur de leurs frontières. Vous êtes surtout un homme de forte conviction. Depuis que vous êtes à Michelin, vous portez ces valeurs du durable, de l'économie durable, de la transition écologique que vous essayez d'accélérer dans la transformation de votre groupe, qui est un groupe, j'ai découvert ça en me penchant sur Michelin, qui n'est pas seulement un groupe qui produit des pneus et qui n'est pas seulement la marque éponyme du célèbre guide des restaurants et hôtels. C'est quand même la marque aussi qui est la préférée des Français, classement conforté par l'IFOP récemment. Alors j'en viens pour ma première question, Monsieur Ménégo. Comment Michelin, entreprise industrielle, donc forcément un peu polluante, comment depuis maintenant presque 3 décennies, le pneu vert c'est 1992, comment vous avez réussi à faire avancer la notion de durable à l'intérieur de votre entreprise? Vous m'avez dit en préparant cette émission que c'était presque une philosophie. Comment on transforme Michelin en entreprise tournée vers la transition écologique? D'abord, depuis son origine, Michelin se préoccupe de voir comment elle va permettre à l'humanité, aux personnes, de mieux vivre et de mieux pouvoir se développer. Et donc, pour faire ça, il ne s'agit pas uniquement d'avoir une activité économique, mais il faut avoir un sens à cette activité économique tournée vers le bien-être des personnes. Et les personnes, elles vivent dans le monde, et donc il est tout à fait normal de se préoccuper de comment faire en sorte que nos activités aient un impact le plus maîtrisé possible et permettent le développement. Donc nous avons une façon de faire les choses où à chaque fois que nous avons un projet, nous réfléchissons à son impact, non seulement pour le bénéfice de l'entreprise, mais aussi son impact sur les personnes à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, notre tissu de fournisseurs, notre tissu de clients, et puis aussi la société qui nous entoure. Et puis aussi, nous nous préoccupons de l'économie de la ressource. Michelin a toujours eu pour obsession de faire en sorte que chaque gramme de matière prélevée ait le plus d'utilité possible, c'est-à-dire qu'elle fasse le maximum de performance avec le minimum de matière prélevée. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, il se consomme à peu près 1,4 milliard de pneus par an sur Terre. Si tous ces pneus étaient des pneus Michelin, pour faire exactement le même kilométrage, les mêmes choses, il faudrait 250 millions de pneus de moins sur Terre si tous les pneus étaient des pneus Michelin. Et en plus, ça consommerait beaucoup moins de carburant. Donc, nous avons une philosophie de conception de nos produits dès l'origine qui prend en compte l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Donc, par exemple, j'écoutais le débat juste avant. Si on prend l'activité minière, il vaut bien mieux que l'extraction minière soit faite sur des camions qui utilisent des pneus Michelin plutôt qu'elle soit faite sur des camions qui utilisent d'autres types de pneumatiques. Et ça irrigue tout ce que nous faisons au quotidien. Et puis nous avons des personnes très engagées partout dans toutes nos activités. Donc ça c'est vrai pour tous les pneus. Nous avons à peu près tout type de pneus, de toute taille possible. Ce n'est pas nous qui choisissons
l'activité sur laquelle elles vont être exploitées, nous faisons en sorte qu'elle soit la moins impactante possible quand on va utiliser nos objets. Mais nous avons aussi des joints, des convoyeurs, des tissus qui réparent le corps humain, et tout ça en ayant toujours pour obsession d'avoir un produit le moins impactant possible. Vous faites en sorte donc que les pneus soient durables en quelque sorte, donc pour en fabriquer moins peut-être. Et quelque part, il y a presque quelque chose de contradictoire parce que vous êtes aussi une entreprise qui n'est pas une ONG, donc vous êtes là pour vendre des pneus. Donc il y a cette logique aussi de penser que le pneu durable peut aussi permettre à Michelin de trouver son équilibre économique. Tout à fait. En fait, c'est parfaitement compatible d'avoir un business économique sur une utilité environnementale. C'est parfaitement, et c'est même, je dirais, indispensable. Il n'y aura pas réellement d'écologie s'il n'y a pas d'économie derrière. Donc l'économie, elle permet l'efficacité de tout ce qu'on met en œuvre. Elle permet d'être optimisée de bout en bout. Donc c'est la manière la plus... L'économie, à la fin, elle permet de s'assurer que les ressources qu'on a utilisées ont été utilisées correctement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mesurer la performance du produit que vous fabriquez et de vérifier l'impact que va avoir ce produit. Donc on parle beaucoup de l'utilité négative des choses, mais il faut aussi parler de l'utilité positive. Quand vous faites des pneus qui permettent de transporter plus de charge en utilisant moins de matière, ben derrière, vous avez une utilité positive. Parce que derrière, vous allez utiliser beaucoup moins de moyens de transport que si vous avez un pneu qui ne fonctionne pas. Donc, depuis l'origine, Michelin est comme ça. Nous avons eu pour obsession, par exemple avec le pneu radial, c'est un pneu qui pouvait durer 2 fois plus longtemps, qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui a pu transporter beaucoup plus de charge. La raison pour laquelle les camions aujourd'hui peuvent être plus gros et donc peuvent transporter plus de charge et donc en fait consommer beaucoup moins de carburant par kilogramme transporté, c'est parce que les pneus, les technologies des pneumatiques ont fait des progrès fantastiques. Vous dites que vous êtes attentif à la ressource. La ressource, c'est forcément ce qui permet de fabriquer le pneu. Comment vous essayez justement d'être économe de la ressource? Je parle simplement des plantations des DVA, enfin, ce qui permet de produire le caoutchouc. Alors nous avons pris différents engagements. Le premier, c'est de substituer tous les contenus fossiles dans nos produits par des produits bio-sourcés ou des produits régénérés ou des produits recyclés. Et la régénération doit se faire sur une durée de vie humaine. Et le recyclage aussi. Donc nous allons passer vers 100% de ce type de produits dans nos chaînes de fabrication et dans tous nos produits. Nous avons aussi pris l'engagement de faire en sorte que nous consommons de l'eau pour refroidir ou pour réchauffer. Et cette eau, notre engagement, c'est de faire en sorte que dans chacune de nos usines, l'eau qui rentre a une certaine qualité et quand elle sort de l'usine, elle aura une qualité qui sera meilleure qu'à l'entrée. Donc que nos usines aient un impact positif. Nous avons pris aussi l'engagement de réduire très significativement toutes les émissions de CO2 et de COV que nous avons sur nos sites. Donc nous avons par exemple développé une nouvelle manière de cuire nos caoutchoucs qui est sur une base électrique. Et bien sûr, cette électricité, on cherche à la sourcer de manière verte, mais qui va consommer 4 fois moins d'énergie pour cuire de la même manière tous nos objets, tous nos produits caoutchoutés. Et ça, ce sont des technologies qui sont en cours de déploiement partout dans toutes nos usines. Et nous avons déjà certaines de nos usines qui sont déjà zéro CO2. Vous avez dit en préambule que dans votre façon d'aborder le business chez Michelin, il y avait aussi, et la façon d'aborder le développement durable, il y avait aussi l'attention que vous portez aux humains, aux hommes de la communauté Michelin, des gens qui travaillent pour vous à travers le monde. Je sais que vous êtes assez en avance, puis vous avez mis en place des choses. Quelles sont-elles? Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit avec moins, la moitié des hommes sur Terre vit avec moins de 5 € par jour. Donc les questions de développement et ces populations-là, elles aspirent à des modes de développement que nous avons connus, nous, dans les pays riches. Donc derrière,
il y a une question sociale sous-jacente à toutes les questions écologiques qui est majeure. Et donc, chez Michelin, nous avons pris conscience de cela depuis longtemps, mais nous avons notamment développé ce qu'on appelle le salaire décent. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit dans le monde, il faut qu'un salaire permette à une famille avec 2 adultes et 2 enfants de pouvoir vivre. Et vivre, c'est pas survivre. Vivre, c'est pouvoir avoir accès à la culture, aux loisirs, à des vacances, mais bien sûr à l'alimentaire, à se loger, etc. Qui définit ce salaire décent? Comment vous le définissez? On a choisi 2 ONG qui nous accompagnent et qui sont spécialistes. Et donc le salaire que nous versons à Clermont-Ferrand n'est pas le même que celui que nous versons dans la région parisienne et n'est pas le même que celui que nous versons à Bangkok, qui n'est pas le même que celui que nous versons à New York ou à Atlanta. Donc, nous avons défini ces grilles-là. Nous avons aussi développé ce qu'on appelle le One Care, c'est-à-dire nous avons réalisé au moment du Covid, ça a été un choc, nous avons malheureusement des personnes qui ont attrapé le Covid et qui en sont mortes. Et à ce moment-là, on s'est tout de suite posé la question en disant mais qu'est-ce qui se passe avec les familles de ces personnes-là? Et on s'est rendu compte que certaines de ces familles n'avaient plus de ressources parce que la législation locale n'impose pas un minimum de protection sociale. On ne se rend pas compte à quel point on est privilégié en France de ce point de vue-là. On est de fait très protégé. Mais ces systèmes-là n'existent pas partout dans le monde. Nous avons défini un minimum en disant si une personne de chez Michelin qui représente un salaire pour une famille a un accident de la vie, quel qu'il soit, nous devons le protéger. Et donc nous avons défini ce qu'on appelle le One Care, qui se déploie en ce moment partout dans le monde. Et je sais que nous aurons fini le déploiement de ce One Care, donc un système de protection un peu universel pour chacun de nos employés d'ici la fin de l'année prochaine. Oui, ça fait 2 ans à peu près que vous avez mis ça en place, donc après l'épidémie de Covid. Les pouvoirs publics, ils se sont intéressés un peu à ce que vous faites, parce que c'est assez innovant comme idée. On sait que il y a beaucoup de pays qui travaillent justement sur l'amélioration des prévoyances, des couvertures universelles. Écoutez, alors, nous avons des contacts, on ne cache rien, mais on le fait d'abord parce que ça a beaucoup de sens par rapport aux personnes qui sont tous les jours engagées chez Michelin, avant de le faire pour donner des leçons. Donc on est pragmatique et on essaye de mettre en place des mécanismes qui soient les plus justes possibles pour tous les gens qui travaillent avec nous. Mais nous avons par exemple, durant le Covid, nous avons suspendu toutes nos opérations de restructuration et nous avons décidé aussi de protéger toute notre supply chain, notre chaîne d'approvisionnement de fournisseurs, et nous avons défini le fait que nous devions aider les plus faibles, faire en sorte qu'ils passent cette période du mieux possible. Donc au lieu de retarder les paiements, on a accéléré les paiements. Nous avons aussi demandé à nos clients de nous aider. Et puis nous avons aussi mis en place des mécanismes de protection pour pouvoir fournir les pneus à toutes les instances d'urgence, les pompiers, l'armée, la police, tous les gens qui avaient besoin de fonctionner et qui avaient besoin de pneus. Pendant toute cette période, nous avons demandé à certains de nos agents de production, à certaines de nos usines, sur une base volontaire, de continuer à fonctionner pour faire en sorte que l'essentiel du fonctionnement puisse s'opérer. La philosophie de l'entreprise que vous développez là, c'est l'idée que l'entreprise n'est pas seulement, à vous écouter, n'est pas seulement là pour le business. Vous pensez que l'entreprise doit aussi être citoyenne, elle doit dépasser, votre rôle, c'est de dépasser le rôle de, j'allais dire seulement, entre guillemets, c'est rien de péjoratif, de président de Michelin? En fait, une entreprise, elle bénéficie énormément de tout ce qui est autour d'elle. Elle bénéficie d'une infrastructure. Ici, on est à Nice, on est dans une ville qui a une très belle infrastructure. Et donc, les entreprises qui sont à Nice bénéficient de tout cela. Donc, une entreprise n'est pas là uniquement pour prendre, elles sont là, les entreprises sont là pour rendre. Et donc, derrière, nous avons une fonction sociale, les personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais toutes les personnes qui travaillent chez nous, elles vivent dans une ville, elles vivent dans une région, elles vivent dans un territoire, elles vivent aussi dans un pays. Et donc, il est normal d'être un acteur civique, non seulement pour son bien propre, mais aussi pour le bien
de l'environnement dans lequel nos salariés et puis tout notre écosystème est dépendant. Et j'écoutais le débat précédemment. En fait, les questions de l'écologie, c'est aussi ce bon sens-là. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la planète. Ce qui est en jeu, c'est les humains dans la planète. Et donc derrière, ce qu'il faut, c'est comprendre que quand notre activité devient en fait contre-productive pour la préservation de la race humaine, c'est ça le problème. Et puis, s'il n'y a plus que des humains derrière, s'il n'y a plus de biodiversité, etc., en fait, l'humanité ne pourra plus exister. Et donc, c'est ça qui est en jeu. Et donc, dans toutes nos activités, donc, nous mesurons systématiquement, quand je fais une revue business, nous avons 3 thèmes qui sont incontournables, et tous les business que nous regardons, quel que soit l'endroit du monde, sont regardés. Nous avons des indicateurs sur les personnes, c'est la santé des personnes, dans comment elles vont, est-ce que nos fournisseurs sont en bonne santé, nos clients sont contents, etc. Vous avez une deuxième partie qui est la partie économique. Est-ce qu'on crée de la valeur? Est-ce que les ressources qu'on met en œuvre génèrent de la valeur ajoutée? Parce que ça, c'est les conditions essentielles de l'investissement. Puis vous avez une troisième partie sur la planète. Est-ce que les ressources que nous avons prélevées l'ont été de manière durable, c'est-à-dire que nous avons créé plus de valeur que l'impact que nous avons eu en prélevant ces matières. Et donc on le fait systématiquement partout dans le monde, et on le fait tous les mois, tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, et nous avons un plan de marche comme ça jusqu'à 2050. Parler de Michelin, c'est forcément revenir à l'origine, revenir à Clermont-Ferrand. Difficile, même à Nice, de ne pas parler de Clermont-Ferrand. Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'aménagement d'une... Il y a beaucoup d'usines, évidemment, à Michelin, à Clermont-Ferrand. Et il y a une usine, il y a un site qui vous tient à cœur, c'est une ancienne usine que vous transformez, ça s'appelle le parc Catarou, que vous voulez transformer de manière très innovante et évidemment dans le contexte du développement durable. Décrivez-nous en quelques mots ce que ça veut dire, cette ancienne usine transformée, j'allais dire, en tech et modernité à la pointe. Donc cette usine, c'est 42 hectares en centre-ville, à Clermont-Ferrand, qui était le centre de l'innovation de Michelin au début du siècle dernier. Et donc il y a un patrimoine extrêmement important. Et quand on regardait cette usine, il y avait deux options. On rasait les bâtiments, parce qu'il n'y a quasiment plus d'activité à l'intérieur. On rasait les bâtiments et on en faisait un programme immobilier quelconque. Ou on redonnait la vocation qu'a eu cette usine dans la cité, dans la ville de Clermont-Ferrand, comme un pôle d'innovation, un pôle d'attractivité économique. Et donc, nous avons ce grand projet qu'on appelle le parc Catarou, qui va avoir 4 dimensions. Une première dimension de formation, non seulement pour les formations de Michelin. Michelin a un catalogue de 62 000 formations, mais donc qui est fait pour Michelin. Et Michelin dépense 6% de sa masse salariale en formation. Donc nous sommes extrêmement conformes à l'idée de dire nous devons donner les moyens à toutes les personnes d'exercer tous leurs talents. Mais ça, tout au long de leur vie. Donc c'est ce qu'on appelle la manufacture des talents. Elle est là pour aider les personnes de Michelin à continuer à se développer de façon continue. Mais nous mettons à disposition de toutes l'écosystème régional, ces formations. Donc toutes les PME, PMI, ETI qui sont aux alentours peuvent bénéficier de ces formations. Donc ça, c'est un premier projet. Le deuxième projet, c'est de créer un pôle qui regroupe toutes les initiatives digitales de la région. Il y a plein d'initiatives de start-up et nous allons proposer plus de 40 000 m² pour les start-up avec tout le logement, la nourriture, mais aussi tout l'environnement qui permet à ces start-up de pouvoir se développer. Le troisième pôle, c'est chez Michelin, pour faire notre conversion vers 100% de matériaux durables. Nous n'avons pas aujourd'hui toutes technologies disponibles. Mais il y a plein de start-up qui sont en phase de développement de cette technologie. Donc nous développons ce qu'on appelle le centre des matériaux durables. Pour les réunir là, à Clermont-Ferrand. Et pour notamment permettre aux startups de passer à l'échelle. Ce qu'on oublie toujours, on pense que l'idée suffit, mais le grand sujet de toutes nos startups, c'est comment on passe à l'échelle. Comment on passe du stade du labo au stade de la production en série, ce passage à l'échelle, très difficile. Notre usine, elle sait faire ça. Et nos experts savent accompagner. Donc nous aurons l'idée, c'est d'avoir
autour de nous tout un écosystème dont Michelin pourra bénéficier, mais qui en fait est indépendant, et nous allons développer ce centre d'expertise mondial, puisque ce type de matériau n'existe pas. Et en fait, la quatrième dimension, c'est que pour les êtres humains, pour qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils aient non seulement un travail intéressant, mais il faut aussi qu'ils bougent. Et le gros problème de la santé actuelle, c'est la sédentarité, et c'est le fait qu'ils ne bougent pas assez. Donc nous allons développer avec tout l'écosystème de formation de Clermont-Ferrand un laboratoire vivant pour développer et inciter les personnes à bouger. Donc ça sera sur ce parc. Donc ce parc va être transformé. Il a employé 4500 personnes par le passé, et j'espère bien qu'il va en employer 8000 dans les années qui viennent. Belle initiative. Cette session était baptisée Ciel, Terre et Mer, à propos en parlant de Michelin. Alors Terre, je vois parfaitement les pneus de la voiture, les pneus des avions. Je sais que vous utilisez aussi la matière pour d'autres transformations. Le ciel, les pneus des avions. La mer, je ne vois pas du tout. J'ai beau chercher. Alors, en quoi vous fabriquez des pneus pour des bateaux? Alors on ne fabrique pas de pneus. J'imagine pas en tous les cas. Les bateaux, voilà, mais par contre, nous sommes des experts des structures gonflables. Et nous avons développé une nouvelle génération de voiles qui va permettre de contribuer à la décarbonation du transport maritime. Ce sont des voiles qui sont des structures gonflables très légères, ce seront des voiles de 500 mètres carrés, donc très significatives, sur la base de gonflables avec un mât qui peut se rétracter, ce qui permettra au bateau de pouvoir passer sous n'importe quel pont, et qui permettront d'économiser entre 20 et 30% du carburant sur un trajet. Et ces voiles sont entièrement automatiques et autopilotées. Il n'y a pas un câble, et tout est autopiloté. Et donc il suffit de les installer, et elles se gèrent automatiquement en fonction du vent, de la vitesse choisie, du cap choisi par le navire. Il y a des expérimentations actuellement qui sont... Oui. Donc on a notamment des marins de très haute volée qui nous aident à mettre au point cette technologie. Et puis nous avons signé là tout à fait récemment avec Brittany Ferries qui va commencer à mettre 2 ou 3 de ces voiles sur certains de ces bateaux pour faire les premières traversées. Et puis nous avons décidé nous utilisons beaucoup de flux internationaux, notamment le caoutchouc naturel pour le faire venir vers nos usines. Des flux internationaux maritimes, et donc nous avons pris l'engagement de voir au moins 20% de tous nos flux qui soient sur des navires à base vélique, donc plutôt que d'utiliser du fuel, qui soit fuel naturel ou synthétique, nous on va utiliser sur 20% de nos flux des bateaux à voile. Avant de venir à votre autre casquette, celle de président du Pacte mondial pour les entreprises engagées dans les objectifs de développement durable, je voudrais que vous nous racontiez quelque chose qui est aussi révélateur de ce que c'est l'état d'esprit des Michelin, votre état d'esprit, ce qu'il y a derrière vos décisions. Pourquoi vous avez abandonné la Formule 1 ? Parce que la Formule 1 n'avait plus de sens dans ses règlements. C'est-à-dire que les règles du jeu de la Formule 1 sur le pneu, c'est on veut un pneu spectacle. Nous, c'est pas vraiment dans notre ADN de faire ça. Nous, ce qui nous intéresse dans la compétition, c'est d'être un labo. C'est ce que j'appelle le labo du labo. C'est de pouvoir tester nos technologies dans des conditions extrêmes et dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, par exemple, aux 24 heures du Mans, nous avons un accord dans les règlements pour faire en sorte que changer ses pneus, ce soit une pénalité. En Formule 1, vous changez vos pneus en 1 seconde et demie. Quand vous êtes sur les 24 heures du Mans, changer son pneu, ça vous prend au minimum 30 secondes. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez de pistolets. C'est le pneu durable. En fait, ce qui vous a, c'est parce que c'est le pneu durable sur les courses d'endurance et c'est le pneu. Le pneu presque jetable dans les courses de Formule 1. Sur les courses de Formule 1. Voilà. Et donc ça nous intéresse pas. Par contre, on est en MotoGP. Parce qu'en MotoGP, là, il vous faut un grip extrême. Et dans le MotoGP... Parlez devant Christian Estrosi qui est très intéressé. Tout à fait. Et qui a été un de nos pilotes, et on le remercie pour la confiance qu'il nous faisait. Et donc, le MotoGP, ce sont des conditions extrêmes. Les pilotes de moto savent de quoi je parle. Mais nous, on sait faire gagner n'importe quel type de moto
avec des technologies, avec un pneu qui va durer toute la course, qu'il soit soft, medium ou hard pour les experts du pneumatique. La cohérence jusqu'au bout. Je le disais, vous avez une autre casquette, vous êtes président du réseau Pacte Mondial pour les entreprises engagées dans les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Donc votre mission dans ce cadre-là, c'est évangéliser les entreprises françaises à l'économie durable et à la transition écologique. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de bonne volonté dans les entreprises. Les entreprises, elles veulent faire du bien parce qu'elles savent très bien qu'elles emploient des personnes qui vivent dans la société. Et les patrons ont cette préoccupation en permanence en disant comment je rends compatible mon activité avec les besoins du monde. Et donc l'avantage du pacte mondial, c'est qu'il a défini finalement avec ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable, 17 catégories de points à traiter si on veut avoir une activité durable dans le temps. Et durable, ça veut dire qu'on prend à la fois en compte les questions sociales, les questions environnementales, les questions d'impact. Et donc elle a défini une grammaire qui peut être partagée par tous. Et ce dont je me rends compte, c'est que les grandes entreprises, nous sommes très au fait de toutes ces questions-là. Mais dès qu'on descend dans le tissu économique, en taille, pour une PME, c'est très compliqué de savoir comment s'y prendre. Ce qu'apporte le pacte mondial, c'est une structure d'échange dans laquelle le pacte mondial apporte une structure, les ODD, comment ça fonctionne, et puis des structures d'accompagnement, comment on forme, comment on aide les bonnes volontés à pouvoir s'engager sur un chemin du durable. Donc vous pensez que donc les grandes entreprises, dans ce cadre-là, peuvent aider un peu plus les petites, qui souvent se plaignent d'être un peu isolées, d'être un peu lâchées par les pouvoirs publics. Vous êtes convaincu que les grosses entreprises peuvent prendre leur place dans le problème de l'acceptabilité justement des populations vis-à-vis de la transition écologique ? Mais bien sûr. On l'a vu ce matin dans un sondage qui nous a été présenté par Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui montrait qu'aujourd'hui, les entreprises étaient à 84%, elles avaient la confiance des citoyens pour développer le durable. L'État un peu moins, l'Union européenne encore un petit peu moins. Les collectivités, par contre, plus haut, voire à égalité avec l'État. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de bon sens quand on interroge les gens. Les entreprises, elles font des choses tous les jours. Elles fabriquent soit des produits, soit des services. Elles font des choses. Elles mobilisent de l'intelligence, des personnes. Elles fabriquent des choses. Les collectivités locales, elles sont aussi proches du terrain, donc elles voient les réalités tout de suite très proches. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que dans ces sondages, les personnes fassent confiance. Alors maintenant, pour revenir à votre question initiale, Michelin, nous avons à peu près un peu plus de 50 000 fournisseurs de toute taille. Et nous avons aussi comme politique de toujours, dans tous les territoires sur lesquels nous opérons, de faire en sorte de faire vivre les territoires au maximum. Donc d'avoir des traiteurs locaux, des fabricants, des PME, PMI, ETI autour de nous, pas uniquement travailler avec des grandes structures. Et donc, c'est énorme, 50 000 fournisseurs. Donc derrière, nous avons un impact. Quand nous leur demandons, nous leur donnons un cadre en leur disant voilà, on voudrait que vous progressiez sur ces dimensions-là, on a en fait un impact énorme. Et Michelin est un parmi d'autres grands groupes. Et je connais d'autres grands groupes, notamment dans le CAC 40, qui ont la même démarche. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir de l'impact. C'est en démultipliant et en faisant en sorte de faire prendre conscience à ceux qui sont nos fournisseurs, de tout ce qu'ils peuvent faire en définissant des cahiers des charges nouvelle génération dans lesquels on demande d'appliquer des standards minimums en traitement social, en impact environnemental, etc. Vous nous avez dit tout à l'heure, en parlant des plans de développement de votre entreprise, de ce que vous lanciez comme initiative, que vous regardiez à 1 an, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Je reprends ma casquette de journaliste politique. Est-ce que vous trouvez que les dirigeants des États, que ce soit la France, si on reste dans le monde européen, est-ce qu'il y a eu, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance de réflexion à 50 ans ?
Je pense que le métier politique est un métier extrêmement difficile. Et nos échéances électorales font que, malheureusement, le court terme, souvent, l'emporte par rapport à des visions plus long terme. J'ai noté quand même, au niveau de l'Europe, qu'il y a eu cette prise de conscience. Et notamment dans ce qu'on appelle le Green Deal au niveau européen, à des échéances beaucoup plus longues. 75 lois fabriquées par l'administration voilà. de Bruxelles. Mais en fait, ce cadre-là est très structurant et très nécessaire. Alors bien sûr, il y a toujours plein de trucs qui ne marchent pas, mais sur le fond, l'idée de dire il faut survivre à très court terme, mais il faut avoir une ambition à long terme. Quand vous vous promenez le week-end, si vous ne savez pas où vous allez, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc si vous avez un objectif et que derrière, après, vous adaptez votre cheminement en fonction de l'objectif que vous poursuivez, c'est beaucoup plus intéressant. Les grands sportifs, ils le savent très bien. Ils se fixent des échéances à court, moyen et long terme. L'être humain, sa très grande capacité, c'est justement à être capable d'inventer, de projeter son futur. Et de se dire, je suis là aujourd'hui, mais je sais que je serai là dans X années. Et donc nos sociétés, et de ce point de vue-là, la technologie aujourd'hui a un effet néfaste qu'elle nous ramène tout le temps dans l'instant. Mais on oublie de penser que, en fait, chaque être humain, les sociétés humaines, elles ont besoin de se projeter. Et donc ce qu'on fait chez Michelin, c'est on dit non, mais notre horizon de temps, on a défini un rêve d'entreprise à 2050. Et c'est notre rêve d'entreprise dans lequel nous disons nous voulons innover pour permettre à l'humanité d'avoir franchi 4 nouvelles frontières. Et dans ces frontières, il y a chacun pourra vivre toute sa vie en bonne santé. Une deuxième frontière, c'est l'activité humaine aura un impact positif sur la planète au lieu d'avoir un impact négatif, etc. Je ne vais pas vous raconter notre rêve, mais ça nous mobilise. Et alors après, du coup, quand j'agis au quotidien, ça me donne du sens sur ce que je fais. Vous pouvez parler de rêve, c'est assez rare. Aujourd'hui, on sent un peu de pessimisme dans la société française. Vous nous parlez du rêve de l'entreprise Michelin. Or, on est dans un pays où, personnellement, on peut être à peu près heureux, mais quand on a l'impression que ça manque de rêve collectif. Moi, j'ai la chance, j'ai le privilège de voyager partout dans le monde très fréquemment. Quand je reviens en France, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point notre pays est beau, à quel point on a une chance extraordinaire d'être en France. C'est extraordinaire. On a des infrastructures magnifiques, on a une population éduquée, on a un système de protection sociale extrêmement avancé. On ne se rend plus compte de la chance qu'on a. Je peux vous dire que quand je me promène quelquefois en Inde, en Afrique, où je vois des situations, et quand je reviens en France, je dis mais... c'est fantastique. Et quand je travaille chez Michelin, je suis tous les matins enchanté parce que je me dis, on va encore inventer un truc auquel je n'avais pas pensé et qui va être génial. Mais on va finir sur ces belles paroles et sur ce rêve d'entreprise et ce rêve de revenir à Clermont-Ferrand et à Nice. Je salue le maire de Nice qui nous a accueillis. Merci Florent Ménégo. Merci à vous.